Média 25. Bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cette soirée de présentation de l'ouvrage de Michel Cordillo, donc à ma droite, oui, ma droite. Ouais, on sait plus. Pas de droite, mais je suis à ta droite. On ne sait plus aujourd'hui, droite, gauche, mais bref. Ce soir, donc, vous allez pouvoir entendre la présentation que va nous faire Michel Cordillo. Juste avant, quelques mots pour vous présenter l'association, donc les Amis de la Maison du Peuple, qui organise cette soirée. Association qui est en plein renouveau et qui cherche d'ailleurs des adhérents. Si vous voulez participer, adhérer et puis bénéficier du bulletin, éventuellement plus si vous avez envie de pouvoir y participer, et qui se réunit régulièrement pour essayer de faire vivre l'histoire sociale ouvrière de Besançon, de la région, plus largement, dans l'espace public, en organisant, comme ce soir, des conférences, d'autres fois des films. On a publié également dans le passé des livres, un certain nombre de livres. Tout ça est à disposition pour ceux qui ont envie de le lire et de le découvrir. Voilà. Alors, ce soir, donc, Michel Cordillo, historien quasi local, puisqu'il habite à Auxerre. Au moins, c'est la grande région. Et puis, auparavant, il a habité, il y a de nombreuses années, il pourra peut-être le préciser, dans le pays de Montbéliard, et qui est un historien... Et à Besançon. Et à Besançon, oui, il habite à Besançon, c'est tout à fait juste, puisque, allez, anecdote, en fait, j'habite dans son appartement. Enfin, dans l'appartement dans lequel il habitait à Besançon, c'est moi qui en suis devenu propriétaire quelques années plus tard. Bon, bref, vous saurez tout sur... la vie des bêtes. La vie des bêtes, voilà. Bon, alors, Michel Cordillo, un historien du mouvement social, du mouvement ouvrier, de cette période plutôt du 19e siècle. Et il a écrit de très nombreux ouvrages. Il pourra revenir là-dessus, je ne vais pas faire l'exégèse parce qu'il y en aurait pour un long moment, avec un intérêt assez porté, assez pointu, porté sur les Français à l'étranger, en particulier aux États-Unis, sur lequel il a publié plusieurs ouvrages sur ce thème-là. Bon, alors... Ces livres-là, vous pourrez les découvrir. Il y en a quelques-uns qui sont à la librairie, là-bas, vers Christine. Mais ce soir, je vais en parler de deux, les deux derniers, qui montrent l'importance de ces travaux. Tout d'abord, l'avant-dernier, qui est un livre... Alors, il ne l'a pas écrit tout seul, c'est coordonné par Michel Cordillo, sur la Commune de Paris. Donc, on a là... un livre de référence vraiment définitif sur la Commune de Paris, et le sous-titre dit bien l'ampleur du travail, les acteurs, l'événement, les lieux. Et si on l'ouvre, vous pourrez, il y a un exemplaire ou deux, il y a à la fois des biographies et puis des présentations de certains endroits, de certains moments de cette Commune de Paris, des problèmes qui ont été soulevés. Et puis, comme il aime bien faire dans la démesure, le fruit de plusieurs décennies de travail, de réflexion, il a publié plus récemment donc le livre dont il va nous entretenir ce soir, qui porte le titre 1864-1880, la première internationale en France, son histoire, son implantation, ses militants. Bon, alors j'en dis pas plus puisque on a l'auteur à côté de nous qui va pouvoir développer durant 1 heure environ quelles étaient ses intentions et pourquoi il écrit ce livre et qu'est-ce qu'on peut en attendre, pour quel résultat. Voilà. Alors, juste encore 2 mots pour dire que la soirée est totalement gratuite, mais que, bien entendu, les dons sont acceptés. Il y a une petite caisse là-bas, parce qu'il y a toujours des frais, bien entendu. Il y a une petite caisse, si vous êtes en forme financièrement, vous pouvez laisser quelque argent. Si vous êtes très en forme, vous pouvez laisser un gros chèque. On prend tout, sauf les roubles. C'est fini, ça ne marche plus. Mais tout le reste, on est preneur. Voilà. Donc, et puis, il y a...
comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, les livres de Michel Cordillo qui sont en vente, là-bas, enfin certains livres, il n'y a pas la totalité de sa production, que Christine donc tient à votre disposition si vous êtes intéressé, donc quelques livres assez rares, même qui sont épuisés, hein. Donc je vous invite à jeter un œil si vous ne l'avez pas fait. Et puis après cette proposition j'allais dire vénale, non, commerciale, je vais passer la parole à notre invité pour qu'il présente un petit peu son livre et puis les recherches qui y sont associées. Donc à toi la parole, Michel. Bien, écoutez, merci d'être là ce soir et bonsoir à tous. Et alors, avant même de vous parler de ce qui fait le sujet, je dois vous dire quand même que j'ai un certain plaisir à être de retour dans cette ville où j'ai quand même habité durant 5 années, où j'ai commencé ma carrière universitaire et tout en enseignant au lycée de Palante. Bon, vous voyez, j'étais un d'eux. Et où j'ai aussi écrit ou préécrit une grande partie de ce qui est synthétisé aujourd'hui dans ce volume. Donc voilà. Alors je vais essayer de venir à mon sujet, donc pour vous parler de l'Association internationale des travailleurs, que j'appellerais au choix AIT ou Première internationale. C'est des termes équivalents. Et donc Première internationale est la naissance du mouvement ouvrier et socialiste moderne. Alors je crois que pour bien mesurer l'importance du rôle de la Première internationale dans une perspective historique, le plus simple, c'est sans doute de partir de la fin, c'est-à-dire d'aujourd'hui. En effet, si on se penche un peu attentivement sur l'histoire de l'ensemble des composantes de la gauche actuelle en France, il est assez facile de montrer et de démontrer que toutes sont issues d'une seule et même matrice qui est la Première internationale, quelles que soient les divergences qui peuvent exister aujourd'hui entre modérés, radicaux, syndicalistes, politiques, etc. Donc on peut dire que sans la Première internationale, le mouvement ouvrier d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Il existerait bien sûr, mais il aurait sans doute des formes un petit peu différentes, et c'est ça que je vais essayer de montrer. Alors c'est d'ailleurs précisément ce qui a fait que écrire l'histoire de cette organisation, donc qui est née à Londres en 1864 et qui a disparu en gros il y a un siècle et demi, a longtemps été une entreprise extrêmement compliquée, je dirais semée d'embûches, parce que cet exercice, écrire l'histoire de l'international, était considéré par les uns et par les autres comme partie intégrante d'un processus de légitimation historique plus large. Chacun se voulait l'héritier, et de préférence le seul, de la Première internationale. Une autre chose qui me semble malheureusement assez évidente, et j'en veux pour preuve le manque total d'intérêt qu'a suscité il y a une dizaine d'années la commémoration de la fondation de la Première internationale, le 150e anniversaire, c'est que sitôt que l'on sort d'un petit cercle d'initiés et de passionnés, il ne reste aujourd'hui plus grand-chose dans la mémoire collective de la gauche de la Première internationale, si ce n'est quelques images mythiques, plus ou moins mythiques, et quand elles ne sont pas carrément trompeuses. Alors, images mythiques, bon, évidemment, je pense bien sûr à une certaine chanson qui est aujourd'hui encore régulièrement entonnée dans les manifestations et dont le refrain appelant à la lutte finale reste d'une certaine manière un peu d'actualité. Je pense aussi au drapeau rouge qui se déploie à chaque fois que quelque part dans le monde grondent les colères populaires. Je pense aux échos lointains de la lutte sans merci que se sont livrés au sein de la Première internationale Karl Marx, bien connu, et son frère ennemi Michel Bakounine, également bien connu. Et bien sûr, je pense à la Commune de Paris, qui est à la fois un événement aux résonances toujours tragiques et glorieuses, et à laquelle la Première internationale reste très, très souvent associée.
Alors peut-être qu'on reviendra au cours du débat sur cette déperdition assez dommageable de la mémoire collective, tant il est important, je crois, de savoir d'où l'on vient pour bien choisir où l'on veut aller. Petite parenthèse. Donc je vais donc commencer par expliciter en quelques mots la démarche qui a été la mienne. Alors, il existe de nombreux travaux qui étudient en détail l'histoire de la Première Internationale, ses différentes facettes, ses différents acteurs, mais ce sont très souvent des travaux de spécialistes qui s'adressent avant tout aux autres spécialistes et qui donc restent relativement difficiles d'accès au grand public. D'où mon choix de rédiger un volume de synthèse, pas trop savant. J'aime utiliser le terme de vulgarisation érudite, pas trop savant donc, qui soit accessible et lisible par tous, et qui fasse aussi la part des hommes et des femmes qui ont été les acteurs de cette histoire. Ma réflexion a été essentiellement guidée par la question de la place qu'a tenue l'AIT par rapport à ce que Marx appelait assez joliment le mouvement réel de la classe ouvrière. Il s'agissait donc pour moi de déterminer et d'expliquer comment, dans quelle mesure, la Première Internationale était parvenue à structurer et en partie unifier le mouvement ouvrier de son temps, comment elle l'a aidé à prendre conscience de lui-même, comment elle a créé les conditions qui lui ont permis de mener des expériences nouvelles, de les théoriser et d'en tirer un certain nombre de conséquences. Comment aussi elle a préparé et rendu possible un certain nombre de développements ultérieurs, y compris l'éclatement actuel du mouvement ouvrier et socialiste français. Cela impliquait donc d'élargir la focale pour replacer l'AIT dans le cadre d'une histoire sociale du mouvement ouvrier, pas seulement d'étudier l'AIT en tant que telle, mais de la replacer dans un cadre élargi, et d'en examiner un certain nombre d'aspects encore mal étudiés et d'aborder des nouveaux champs d'investigation. Alors, il y a dans cette histoire un certain paradoxe. Le paradoxe, c'est que, comme je l'ai dit, cette organisation a déjà fait l'objet de nombreuses recherches, et donc il pourrait sembler que beaucoup de choses vont de soi. Le problème, c'est que c'est exactement le contraire. Alors, je vais vous citer quelques exemples. On peut noter, par exemple, que le qualificatif de Première Internationale lui a été contesté. Qu'il y a débat sur le moment où son déclin s'est amorcé et bien entendu sur les causes de son déclin. Qu'on ne sait pas exactement combien d'adhérents elle avait. Ça, c'est une question qui a fait l'objet de débats enfiévrés et qui ne sont toujours pas tranchés. J'aurai l'occasion d'en dire un mot. Et on continue même d'hésiter quand il s'agit de dater précisément sa disparition. Il y a un désaccord sur le moment où elle disparaît. Donc il faut essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, pour aborder l'histoire de l'AIT en tant que fait social, il faut, je crois, commencer par essayer de cerner les dynamiques qui se sont conjuguées pour favoriser sa naissance, puis son essor, avant de s'épuiser, de s'inverser parfois, et donc de cesser d'être des dynamiques porteuses, ce qui a précipité à terme sa disparition. Alors, ces dynamiques, j'en identifierai pour ma part 3. La première est liée au contexte économique et social général. Dans tous les pays capitalistes les plus avancés d'Europe et d'Amérique du Nord, cette période est caractérisée par un mouvement de transformation en profondeur qui est généralement qualifié de révolution industrielle. Bon, on peut discuter le terme, mais bon, vous voyez de quoi je veux parler, dont les principales caractéristiques sont assez connues. Innovation technologique, mécanisation, concentration, concurrence faite par l'usine à l'atelier de l'artisan, développement des transports, chemin de fer, navires à vapeur, etc. Tout ça transforme radicalement l'économie de ces pays. Et cela va entraîner des phénomènes assez spectaculaires, par exemple les migrations de travail, qu'elles soient locales
régionale, nationale ou transnationale, avec le début de l'immigration de masse vers les États-Unis, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui transforme beaucoup de choses. Alors évidemment, tous les phénomènes dont j'ai parlé vont avoir une importance ou un poids assez inégal, vont varier suivant les pays. Mais je crois qu'il est important d'avoir en tête que le processus de mondialisation, dont on parle aujourd'hui beaucoup, a déjà commencé. Il a déjà commencé et il a commencé à se manifester par une synchronisation des échanges et une synchronisation des cycles économiques et aussi des premières crises cycliques, les fameuses crises étudiées par Marx dans Le Capital. Et d'ailleurs, la crise de 1857-58 aura une incidence directe sur la formation de l'AIT quelques années plus tard. Donc on peut dire que de ce point de vue, la Première Internationale a constitué la première tentative des ouvriers les plus conscients du monde occidental de décider de leur propre avenir en réaction à la mondialisation capitaliste naissante. La seconde dynamique est de nature politique, alors au sens le plus large du terme, évidemment, et elle est liée, en fait, à la résurgence des aspirations émancipatrices partout en Europe, suite à l'échec du printemps des peuples en 1848-49. Bon, il y a eu en Europe partout une régression très forte des idéaux démocratiques et républicains. Or, au début des années 1860, la situation est en train de changer. Avec des formes différentes suivant les pays. Ça peut prendre la forme d'une aspiration à l'émancipation nationale dans le cadre des nationalités opprimées, comme la Pologne ou l'Irlande. Ça peut être des aspirations à davantage de liberté dans les pays à régime autoritaire, plus ou moins, ou plutôt plus autoritaire, comme la Prusse ou la France. Ça peut prendre la forme de campagne pour la généralisation du droit de vote, masculin, quand même, en Grande-Bretagne et en Belgique, ou encore d'une lutte à mort contre l'esclavage, ce qui est en train de se jouer aux États-Unis à travers la guerre de sécession. Donc c'est en partie de ces aspirations à un renouveau démocratique que va naître l'AIT, qui en retour s'identifiera largement à elle. Alors, je rappelle par exemple que l'AIT est né dans le sillage des manifestations de solidarité avec la Pologne et que, donc Pologne opprimée, qui était à l'époque en rébellion contre le joug tsariste, la rébellion polonaise de 61-63, et que la première grande prise de position publique de l'AIT qui venait tout juste de s'organiser, c'est d'envoyer un télégramme de félicitations pour sa réélection au président américain Lincoln, qui est en train de gagner la guerre contre l'esclavage, pour abolir l'esclavage. Troisième dynamique, alors là, c'est une dynamique qui est résolument sociale. Elle est liée à la naissance ou à la renaissance dans les pays qui vont être les pays fondateurs de l'AIT, d'organisations ouvrières structurées qui aspirent à faire valoir les droits de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse. C'est un mouvement qui est général, qui touche aussi bien les États-Unis que la France, et qui va culminer dans une vague de grève qui va toucher l'ensemble des pays économiquement avancés entre 1869 et 1873, avant de refluer, vague de grève qui va ensuite refluer devant les effets délétères de la crise économique mondiale qui débute à l'automne 1873 aux États-Unis et qui va ensuite se propager en Europe. Donc voilà, tout cela est assez bien résumé dans l'intervention du Français Henri Tolin, qui est un des fondateurs de l'AIT, quand il déclare au meeting de Londres où est fondée l'AIT, je le cite, « Travailleurs de tous les pays qui voulaient être libres, à votre tour d'avoir des congrès, c'est le peuple qui vient enfin sur la scène, ayant conscience de sa force et se dressant en face de la tyrannie
dans l'ordre politique en face du monopole du privilège dans l'ordre économique. Alors, voilà, porté globalement par ces trois dynamiques transnationales, auxquelles viennent bien sûr s'ajouter des dynamiques ou des continuités nationales spécifiques. C'est donc à Londres, où vivent des milliers d'exilés politiques arrivés de toute l'Europe, après le reflux du printemps des peuples, et où il existe un fort courant international de solidarité qui est prêt à se dresser contre toutes les formes de tyrannie, que va se concrétiser donc le 28 septembre 1864 la fondation de l'AIT, grâce à l'action conjuguée d'une poignée d'ouvriers français et des syndicalistes, des dirigeants syndicalistes anglais. Et elle va ensuite se développer dans chaque pays avec des modalités et des chronologies un petit peu différentes. Alors on notera quand même, et je vais terminer là-dessus le chapitre des généralités, que d'emblée, la Première Internationale prend une toute autre dimension que les organisations à la vocation à la fois sociale, démocratique et internationale qui ont existé avant elle. Elle s'en distingue à la fois par son extension géographique, car elle est véritablement implantée internationalement, et pas seulement composée d'exilés politiques vivant à Londres, ou vivant aux États-Unis d'ailleurs. Elle est à la fois... elle a un caractère pluriel et multiforme, puisqu'elle est à la fois une organisation syndicale qui œuvre à la solidarité concrète dans chaque pays, mais aussi par-delà les frontières. Elle est aussi un lieu de réflexion et d'échange, où on débat des questions liées à la transformation de la société, transformation à venir, comme la journée de 8 heures, l'impact de l'essor du machinisme, la collectivisation des moyens de production, la propriété des terres, l'héritage, la coopération, le crédit mutuel, l'enseignement primaire et même la réforme de l'orthographe. Vous voyez, des vastes débats sur toute une série de sujets qui se posent à l'époque. Elle est aussi une association politique, elle n'est pas seulement une association syndicale ou de solidarité, elle est aussi une association politique de type nouveau, qui est en rupture avec la vieille approche conspirative des sociétés secrètes en France qui préparaient le coup de torchon qui allait foutre à bas l'édifice de l'État. Bon. Et qui n'hésite pas, une association politique qui n'hésite pas à prendre position sur les grands problèmes internationaux, alors comme la guerre de sécession, la guerre franco-prussienne ou bien sûr la Commune de Paris. Donc une organisation de type nouveau qui a une base programmatique très large, qui ne conditionne pas l'adhésion à l'acceptation d'un corpus doctrinal figé, fixé, défini. Bon, ce qui lui permet de fédérer des courants très divers, mais quand même principalement socialistes, parce qu'il s'agit de remplacer la société capitaliste par un mode de production privilégiant la coopération, mais dont les modalités restent encore très largement à définir. Et donc, on peut dire que l'AIT, de ce point de vue, a été le creuset d'une réflexion collective et contradictoire. Et je tiens à insister sur ce point, ce n'est qu'après qu'elle sera rentrée dans sa phase de déclin que les conflits entre factions idéologiques, alors je parle des blanquistes, des marxistes, des bakouninistes, même si les termes ne sont pas exactement les bons, mais ces conflits entre factions idéologiques vont prendre un caractère mortifère. Donc ça, on pourra éventuellement y revenir dans le débat, mais le déclin est déjà commencé, un déclin irréversible pour des diverses raisons. Et là, évidemment, l'AIT se déchire entre les différentes factions. Bon, voilà. Alors évidemment, maintenant, ce volume étant consacré à la France, je vais quand même vous donner quelques points de repère permettant de comprendre en quoi le rôle joué dans l'Hexagone par l'AIT a été important dans une perspective historique. Alors, outre le contexte économique général déjà mentionné, l'essor de l'international en France s'est inscrit dans une dynamique générale de renouveau républicain.
Je vous rappelle qu'on est sous le Second Empire et que le coup d'État qui a amené Napoléon III au pouvoir, donc le 2 décembre 1851, a entraîné la disparition des centaines d'organisations ouvrières nées sous la Seconde République. Et donc, pendant 10 ans, le mouvement ouvrier est sous l'éteignoir et au début des années 60, il commence à relever la tête. Et donc, ça prend des formes un peu bizarres. Ça commence largement en 1862, au moment de l'exposition universelle de Londres, où les métiers, les associations de métiers élisent des délégués pour aller visiter l'exposition universelle et venir rendre compte aux ouvriers de leur corps de métier, de ce qu'ils ont vu à Londres, de ce qui se passe. Donc voilà, il y a un premier mouvement qui se fait, on réfléchit. Surtout, une des choses qui a frappé les délégués ouvriers parisiens à Londres, c'est que les ouvriers anglais sont beaucoup mieux payés que les ouvriers français, alors que l'industrie anglaise est bien plus puissante que l'industrie française. Ils se disent donc, là, il y a peut-être un problème. Donc voilà, ça démarre comme ça. Donc il y a des discussions, on sait qu'il y a des réunions plus ou moins clandestines qui se passent dans les ateliers parisiens, où on discute de tout ça. Et en 1864, au printemps, en février 64, convaincu qu'il n'y a rien à attendre de qui que ce soit sinon d'eux-mêmes, une poignée d'ouvriers parisiens va rendre public un programme qui est très rapidement baptisé le Manifeste des 60, et un programme dans lequel il souligne que l'heure de l'émancipation sociale a sonné, ce qui implique pour les ouvriers le droit à l'instruction, le droit de réunion et d'association, ainsi que la possibilité d'être représentés au Parlement, et par des ouvriers, par eux-mêmes, et non pas par des bourgeois qui sont plus ou moins sympathiques par rapport au peuple travailleur. Donc, déclaration qui fait un certain bruit, quand même, suffisamment en tout cas pour que le pouvoir se sente un peu contraint de lâcher du lest, ce qu'il va faire en abrogeant la loi criminalisant les grèves et les coalitions. Donc, ça, c'est c'est printemps 64. À l'automne, l'AIT est fondée à Londres par les mêmes représentants des ouvriers parisiens qui avaient gardé des liens depuis 62 avec les dirigeants syndicalistes anglais et donc les syndicalistes anglais. Plus des représentants de un peu tous des exilés politiques représentant l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, etc., qui sont présents dans la salle. Alors, dans l'Hexagone, à partir de ce moment où est fondée l'AIT, l'existence de l'Internationale va connaître 3 phases successives assez distinctes. La première, qui va de janvier 65, quand l'AIT s'installe à Paris, jusqu'en 68, est généralement qualifiée de mutualiste ou proudhonienne. Elle débute sous le signe de la prudence, parce que les dirigeants du premier bureau parisien craignent les foudres du pouvoir, et donc ils se refusent à toute prise de position politique qui pourrait froisser les autorités. Donc ils sont extrêmement prudents. On discute, mais on n'agit pas. Ils sont tellement prudents même que dans les milieux ouvriers parisiens, il y a beaucoup de réticence vis-à-vis de l'Internationale, parce que beaucoup d'ouvriers parisiens qui sont restés fidèles aux idéaux de la République démocratique et sociale de 48 trouvent que ils sont pas assez virulents, on n'est pas loin d'une espèce de connivence avec le pouvoir. Donc, le nombre des adhérents évolue extrêmement lentement. En 66, on compte à Paris 1200 cotisants, ce qui est quand même pas beaucoup. Et jusqu'en 1868, l'AIT va rester numériquement bien moins représentative que les organisations ouvrières existantes, c'est-à-dire les organisations de métiers,
Les coopératives, bien sûr, qui commencent à se développer sérieusement. Et même les mutuelles ouvrières, puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a que des mutuelles à cotisation volontaire qui sont extrêmement fortes. Et c'est difficile à Paris, mais c'est encore pire en province. C'est encore pire en province. Dans les grandes villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, il n'y a que quelques dizaines d'adhérents dans chacune de ces grandes villes. Donc, voilà, c'est le prix que payent les fondateurs français de l'Internationale pour le flou stratégique qui entoure leur action. Car dans leur esprit, c'est clair, l'AIT a vocation à rester un cercle de réflexion sociale, un forum où on discute, où les représentants des corps de métier, où les dirigeants ouvriers, où les réformateurs sociaux, fourriéristes, capétistes, tout ce que vous voulez, sont invités à venir exposer leur point de vue, à les confronter, à les discuter et à réfléchir ensemble aux solutions d'avenir. Mais à ce stade, il n'est pas question d'agir. Les choses vont brusquement basculer en 1867, quand débute en février à Paris une longue série de grèves corporatives, par métier. Et l'intervention de l'AIT dans ces mouvements va amener à terme une inflexion radicale de son action et de ses objectifs politiques. Alors le premier de ces mouvements, sans doute le plus connu, c'est la grève des bronziers parisiens. Il y a à Paris environ 10 000 ouvriers qui travaillent dans l'industrie du bronze. Et ils sont organisés dans une société corporative des bronziers qui compte plusieurs milliers d'adhérents, mais qui est malgré tout très pauvre financièrement et surtout bien incapable de soutenir une longue grève, puisque les bronziers veulent assurer en partie la paye des ouvriers grévistes, donc plusieurs milliers de grévistes. Alors, il est de notoriété publique que les dirigeants de la Société des bronziers sont membres de l'Internationale à titre individuel, puisqu'ils ont été en grande partie parmi les fondateurs, parmi les rédacteurs et les signataires du manifeste des 60, puis parmi les fondateurs de l'AIT. Tolin, par exemple, était un bronzier. Bon, Camélina et beaucoup d'autres. Et donc, eux, ils sont membres de l'Internationale. Alors, les ouvriers se tournent vers eux et disent, bon, l'Internationale, vous allez faire quoi pour nous aider ? Alors, là, il faut se décider. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose où on agit ou on fait rien ? Et donc, la décision qui semble assez facile à prendre, finalement, c'est d'agir. Agir comment ? Eh bien, en envoyant en Angleterre une délégation de bronziers, plus 2 dirigeants parisiens de l'Internationale, qui se rendent au Conseil général qui siège à Londres, qui, par le Conseil général, est adressé aux gros syndicats anglais qui sont, eux, puissants et riches. Et après des tractations extrêmement rapides, les syndicats anglais se disent « D'accord, vous nous avez aidés au moment de la grève du bâtiment en 61, on va vous aider. On met à votre disposition un crédit de 200 000 francs. » Bon, il faudra le rembourser, mais à l'époque, c'est une somme énorme. Et quand les bronziers, la délégation rentre, alors ils ont fait un voyage express, ils ont été partis quelques jours, ici ils reviennent, et à l'Assemblée générale du dimanche, devant 5000 grévistes, ils disent, ben voilà, les syndicats anglais nous mettent à notre disposition 200 000 francs, donc il n'y a pas de problème. Les patrons capitulent tout de suite, qui sont en général des petits patrons, c'est-à-dire 5, 10, 15 ouvriers, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps, donc ils capitulent. D'autant plus qu'un peu partout en France, l'Internationale a commencé à organiser des collectes de solidarité. Y compris à Besançon d'ailleurs. Y compris à Besançon, on sait combien d'argent a été collecté à Besançon pour aider les bronziers parisiens en grève. Et donc, c'est une grande victoire, parce que les bronziers parisiens obtiennent une augmentation de salaire de 25%. Alors qu'en fait, au début de la grève, c'est parce que les salaires avaient été baissés de 10%. Et à l'arrivée, c'est plus 25%. Donc, évidemment, pour l'opinion publique, amis et adversaires,
il est clair que c'est l'intervention de l'AIT qui a permis cette victoire des bronziers. Et alors, va éclater dans le sillage de cette première grève toute une série de grèves un peu partout en France, qui, bien entendu, fait appel à l'AIT, bon, qui est de moins en moins capable de les aider parce que financièrement, ça tire, mais qui leur apporte un soutien moral, bon, qui fait ce qu'elle peut, pas grand-chose, mais elle peut. Mais la conjoncture est assez favorable et pratiquement tous ces conflits sont victorieux. Donc, tous ces conflits sont mis au crédit de l'AIT. Ah, ben maintenant, l'AIT nous aide à gagner les grèves. Et là, c'est là le tournant. Parce que l'AIT a donc été contrainte par la force des choses de choisir entre les principes proudhoniens qui réprouvaient les grèves et le soutien en forme de lutte qui ont été choisis spontanément par les ouvriers. Et donc la majorité des adhérents va opter pour soutenir ceux qui, par définition, ont vocation à venir dans l'AIT, à être organisés dans le cadre de l'AIT. Et donc, ces grèves victorieuses vont donner corps au mythe d'une organisation riche et puissante, capable de soutenir des luttes de longue haleine, et même si ce n'est pas le cas, l'AIT va désormais faire figure de recours naturel pour les ouvriers qui se mettent spontanément en grève. Et dans le même temps, elle est devenue un véritable épouvantail pour les employeurs et les milieux conservateurs. Elle fait peur. Donc, on peut dire qu'elle a acquis même une autre dimension dans la mesure où elle est devenue pour de nombreux ouvriers, mais aussi plus largement pour l'opinion publique, le principal, sinon le seul, porte-parole autorisé des revendications ouvrières. Alors évidemment, ça agace. Ça agace les autorités. Et que font les autorités quand elles sont agacées? Elles cognent. Donc, au printemps, en novembre 67, elle lance une série de poursuites, une première série de poursuites, de procès contre les dirigeants de l'AIT. Alors, les éléments modérés du premier bureau de Paris, ceux qui avaient hésité à se lancer dans l'action, tout de suite disent, bon, on se retire. Mais la nature ayant horreur du vide, ils sont immédiatement remplacés par une série de jeunes militants qui, eux, sont prêts à en découdre frontalement avec le pouvoir et qui vont passer outre l'interdiction qui leur a été signifiée de se rassembler, de continuer l'AIT, etc. Donc, il y a une escalade. Le gouvernement dit « Ah, vous voulez faire les malins ?» Paf, deuxième procès. Mais alors, cette fois, prison ferme. Pour tout le monde. Et donc, on est une situation assez paradoxale puisque l'AIT va se retrouver temporairement très affaiblie puisque sa direction est en prison au grand complet. Elle va cesser pratiquement de fonctionner sous une forme structurée et opérationnelle. Appartenance à une société secrète de plus de 20 personnes. Alors, secrète, c'était tout ce qu'ils avaient fait, c'était de notoriété publique, et plus de 20 personnes, bon, oui, effectivement, ils étaient plus de 20, mais bon. Mais de ça, le pouvoir le savait depuis tout le temps, depuis toujours. Donc, les persécutions vont quand même renforcer sa crédibilité, alors même qu'elle est affaiblie sur le plan opérationnel, ces persécutions vont renforcer sa crédibilité et le capital de sympathie dont elle jouit dans les milieux populaires. Et alors, à ce moment-là, croyant en avoir fini avec ces trublions, puisqu'ils sont en prison, le pouvoir va commettre une bévue politique absolument incroyable. Je veux dire, bon, comme la dissolution, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le pouvoir a à ce moment-là un problème. Il est un petit peu délaissé par les catholiques conservateurs à cause des affaires de Rome. J'y trouve que quand même Napoléon... Voilà. Et puis, il a un problème avec ceux qui contestent sa politique de libre-échange. Et donc, pour compenser ces défections d'un côté, plutôt côté droit, il va chercher à se recentrer légèrement côté gauche en multipliant les gestes de bonne volonté vis-à-vis des ouvriers, pour essayer de se faire bien voir, quoi. Et donc, à l'occasion de l'exposition universelle qui
se tient à Paris en 1867. Les délégués ouvriers, qui ont été élus par leur corps de métier comme en 1862, décident de se constituer en commission pour réfléchir à tous les grands problèmes du monde ouvrier. Et ça va s'appeler, on va prendre le nom de Commission ouvrière de 67. Et donc ils se réunissent, ils tiennent des réunions, et le gouvernement dit « Ah, formidable, on va encourager la commission ouvrière, comme ça, c'est des rivaux de la Première Internationale, c'est bon pour nous, on les tient. » Bon. Et là, le pouvoir n'a rien vu venir. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ce sont les délégués ouvriers qui sont réunis. Or, il se trouve que parmi ces délégués élus, il y a énormément de membres de l'Internationale, en général les plus actifs et les plus teigneux, qui ont été choisis par leurs camarades de travail pour les représenter. Donc, très vite, l'AIT va imposer sa présence au sein de cette commission ouvrière qui va se réunir pendant 2 ans. Et ils vont... Comme ils sont auréolés de toutes ces victoires qui avaient eu lieu au printemps 67 dans les grèves, et que tout le monde croit que c'est grâce à l'AIT que les ouvriers ont gagné, eh bien la commission ouvrière, pratiquement unanime, va reprendre les mots d'ordre et les propositions de l'AIT. Et donc va se présenter, comme elle avait été invitée à le faire devant, pas devant l'empereur, mais devant le ministre du Commerce, délégué par l'empereur, pour entendre les revendications qu'il espérait raisonnables, et il va entendre des revendications qui sont totalement déraisonnables. Mais là, le pouvoir est pris à son propre piège. Je veux dire, c'est lui qui a encouragé la commission. Alors, soit il tient compte de ce qu'on lui dit, soit il n'en tient pas compte. S'il n'en tient pas compte, son opération séduction vis-à-vis du monde ouvrier est loupée. Donc, il va choisir de faire des concessions, et des concessions relativement importantes, puisqu'il va permettre aux ouvriers de s'organiser en association. Bon, évidemment, c'est un peu sous surveillance quand même, mais enfin, ils ont désormais le droit de s'organiser comme les patrons. Et surtout, le pouvoir va autoriser la tenue de réunions publiques. Là où il y a, alors là, c'est très vite, ça se transforme en forum permanent où il y a tous les soirs des centaines et des milliers de gens qui viennent discuter de politique alors que c'est interdit, et que le gouvernement n'arrive plus du tout à contrôler au bout de quelques mois. Je veux dire, en principe, il y a un commissaire de police sur l'estrade qui a le droit de dissoudre la réunion. Et je veux dire, souvent c'est le commissaire de police qui est dissous. Je veux dire, il est viré à coup de pompe dans le train, et la réunion se tient très vite. Et donc, on voit que l'AIT, après avoir frôlé l'anéantissement, va sortir grandi de ces persécutions, qui auront, au bout du compte, légitimé une direction beaucoup plus pugnace, qui est emmenée par des hommes dont vous avez peut-être entendu parler, comme Eugène Varlin ou Benoît Malon. Et en fait, on peut dire que le remplacement de la vieille garde mutuelliste par de jeunes dirigeants qui veulent en découdre avec le pouvoir vont donner le signal d'une deuxième phase dans la vie de l'Internationale en France. Donc, la question sociale est désormais, grâce aux réunions publiques, au centre d'un large débat. La constitution de syndicats ouvriers reprend de plus belle, et en s'appuyant sur les sociétés de métiers parisiennes qu'elle a ralliées à ses vues au sein de la commission ouvrière, la première Internationale va rapidement relever la tête pour devenir une véritable force sociale. D'autant plus que ces dirigeants vont sortir de prison donc en octobre 68, mais ils sortent de prison regonflés à bloc, parce que les 3 mois de prison ont été 3 mois de séminaires de formation politique intensifs. Attention, la prison politique à l'époque, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Je veux dire, ils avaient le droit de se réunir, ils avaient le droit de recevoir des visites de l'extérieur, de communiquer avec l'extérieur. Et on voit par exemple que le bureau parisien qui est en prison à Sainte-Pélagie à Paris au moment du congrès de Bruxelles, qui se tient à Bruxelles, du congrès général de l'AIT en septembre 68, ils interviennent en temps réel dans les débats du congrès, c'est vous dire. Donc ils sortent gonflés à bloc, et donc ils se remettent aussitôt au travail autour d'un grand projet
d'un grand projet qui est d'organiser à Paris une fédération des métiers. Si vous voulez, une sorte de CGT avant l'heure. Les sociétés de métiers existent, le problème maintenant c'est de les fédérer pour pouvoir agir ensemble. Alors, ça va prendre quelques mois. La Fédération des métiers parisiennes est constituée le 14 novembre 1869. Et si vous voulez, l'objectif annoncé est clair et il se résume en 2 phrases que je vous cite. Le salariat, dernière forme de l'esclavage, doit disparaître. La répartition des produits du travail, basée sur l'équivalence des fonctions et la mutualité des services, amènera la justice dans les rapports sociaux. Voilà. Donc, au départ, 20 chambres syndicales ouvrières sont adhérentes à la fédération. Et 6 mois plus tard, 54 chambres ouvrières qui, non seulement sont fédérées au sein de la fédération parisienne, mais presque toutes ont adhéré collectivement à l'AIT. C'est-à-dire qu'elles sont en même temps membres de l'AIT. Et d'ailleurs, pour que c'est tout à fait clair, alors bon, ça représente au total quand même, là, on a changé d'échelle parce que ça représente environ 40 000 personnes qui sont organisées, qui sont prêtes à agir. Le secrétaire correspondant de la Fédération des métiers, c'est-à-dire en gros le secrétaire général, quoi, c'est Varlin, figure de l'AIT. Le secrétaire adjoint, c'est Tess, un bronzier également membre de l'AIT. Et comme si c'était encore nécessaire, pour que les choses soient claires, le siège de la Fédération des métiers est à l'étage au-dessus du bâtiment occupé par l'International, place de la Corderie. Bon, voilà. Ce qui se passe à Paris fait école, c'est-à-dire que dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Rouen, Limoges, se fondent également des sociétés, des fédérations qui rassemblent les sociétés de métiers existantes. Et donc on peut dire que très vite, le petit état-major révolutionnaire de l'International va avoir à sa disposition des troupes nombreuses et cohérentes. Et dans le même temps, l'AIT va commencer à travailler à un projet politique, ouvertement collectiviste, à partir d'une théorisation de ces luttes. Alors là encore, je vais citer Varlin pour que vous compreniez un peu quel est l'esprit de ce projet. La Fédération des sociétés de résistance, donc des sociétés ouvrières, permettra aux associations ouvrières de devenir, je cite, les éléments naturels de l'édification sociale de l'avenir. C'est-à-dire qu'il s'agit dès lors de poser les bases d'une société future dans laquelle les ouvriers seront propriétaires en nom collectif de leurs instruments de travail. Et bon, on peut dire qu'au lendemain du congrès général de l'AIT qui s'est tenu en septembre 1869 à Bâle, l'AIT est déjà réapparue au grand jour partout en France. Elle est toujours théoriquement interdite, mais enfin elle est là, elle vit, elle agit au grand jour. Simultanément, une nouvelle vague de grève va éclater à l'automne, qui va se prolonger jusqu'au printemps 70 et qui touche désormais aussi pas seulement des petits métiers parisiens ou des métiers regroupant quelques centaines d'ouvriers spécialisés, mais qui va toucher désormais des centres industriels, comme les entreprises textiles du nord de la France, ou encore le Creusot, le fief de la dynastie Schneider. Bon. Et c'est ça qui va permettre à l'AIT d'atteindre son rayonnement maximum dans l'Hexagone. Alors, à ce moment-là, tout le monde a l'impression d'une marche en avant irrésistible. Quand on voit l'AIT qui s'étend très vite autour des grands centres urbains, mais aussi partout en province, notamment à Besançon. Où elle s'implante fin 1869, en s'appuyant sur des sociétés de métiers existantes. Et alors, cas assez intéressant, non pas en relation avec Paris au départ, mais en relation avec la Fédération de Suisse romande, parce que les ouvriers horlogers, les frontières, ils ne connaissent pas trop, donc ils naviguent volontiers entre les montagnes
de l'autre côté de la frontière, et Besançon. Et alors, sur cette histoire de l'international à Besançon, j'ai écrit un petit livre il y a déjà fort longtemps, dont l'éditeur est présent ici. Merci François. Voilà. Et donc, l'AIT va apparaître comme une force sociale qui est potentiellement capable de faire vaciller l'Empire à brève échéance. Alors, on lui prête à l'époque, jusqu'à 1 million d'adhérents. Bon, c'est trop. Alors, je sais bien que la police se trompe souvent quand il s'agit d'évaluer le nombre des manifestants, mais là, l'erreur est manifestement à la hausse. Hein. Bon, mais c'est plutôt pour dire que l'AIT fait peur. Alors, c'est ce qui va amener Napoléon III à s'en prendre de nouveau à cet adversaire qu'il considère comme potentiellement le plus dangereux. Et donc, le 30 avril 70, en pleine campagne publicitaire, des poursuites sont engagées simultanément dans toutes les villes de France contre les dirigeants locaux de l'Internationale, y compris à Besançon, où il y a un procès. Donc, les membres de la direction parisienne, qui sont de facto les dirigeants nationaux de l'AIT, sont bien entendu tous embastillés. Ils doivent affronter un 3e procès dont le verdict tombe le 5 juillet. Et alors là, ça commence à devenir très sérieux. Il y a de très lourdes amendes. Alors pour des ouvriers qui sont quand même pas très riches, ça compte. Et puis surtout, il y a des peines de prison ferme qui varient de 1 an à plusieurs mois. Là, ça commence à devenir lourd. Et seul Varlin, qui est absent de Paris au moment du coup de filet, qui se trouve en Bourgogne, à Mâcon, ou par là, Châlons ou Mâcon, je ne sais plus, lui échappe au coup de filet, mais il est obligé de s'exiler d'Ardard en Belgique parce qu'il a toutes les polices aux trousses. Donc de nouveau, les sections sont mises en sommeil, les militants plus ou moins dispersés et laissés sans consigne. Plus encore que la répression, parce que la répression a désorganisé l'AIT, mais bon, pas complètement, mais c'est la déclaration de guerre contre la Prusse, 19 juillet, 2 semaines après le verdict, qui va alors achever de porter la confusion à son comble, parce que, évidemment, les militants sont dispersés, sont mobilisés soit dans l'armée, soit dans les bataillons de la garde nationale. Donc vraiment, c'est difficile. Hein. Et alors débute la 3e et dernière phase de l'histoire de l'Internationale en France. Donc l'AIT privée de sa base ouvrière mobilisée. Alors certes, elle bénéficie encore d'un soutien populaire réel. Je vais vous donner qu'un seul exemple qui vous concerne directement. Lors des élections municipales qui se tiennent en août 1870, donc un mois après le début de la guerre, il y a des élections municipales. Et à Besançon, le fondateur de l'AIT byzantine, enfin la figure de proue de l'AIT byzantine, qui s'appelle Séverin Robert, est candidat sur une liste républicaine de gauche, radicale. Il est candidat et il est étiqueté international. Hein, je veux dire, sur la liste, c'est précisé qu'il a été concerné qu'il a été poursuivi au titre de sa participation à l'international. Il recueille 27,7% des voix à Besançon, qui n'était pas un fief de l'international. Mais bon, ça vous donne une idée quand même du soutien populaire. Et donc, l'organisation en tant que telle est vraiment dans la difficulté, hein, on ne peut pas dire autrement. Et donc, en tant que telle, en tant qu'organisation, elle n'aura plus désormais qu'une influence limitée. Même si elle est loin d'être négligeable. Notamment à Lyon et Marseille, où ses membres seront à l'initiative des tentatives de soulèvement local qui sont antérieures à la Commune. La première tentative à Lyon, c'est en fin septembre 1870. Donc, l'internationale, même si elle est toujours présente, donne l'impression d'avoir toujours un temps de retard par rapport au mouvement révolutionnaire, par rapport au bouillonnement qui se passe en France à cette époque. Et c'est paradoxal d'une certaine manière, parce que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, eh bien, on voit que les adhérents de l'AIT, ou les ex-adhérents de l'AIT, sont partout
partout et toujours à la pointe du combat. Donc l'organisation est faible et agit peu, mais ses adhérents sont là. Et on arrive à la date fatidique qui est le 18 mars à Paris. Donc après la capitulation, après la défaite, 18 mars, soulèvement parisien qui va déboucher sur la proclamation de la Commune. Alors, je veux dire, illustration du paradoxe dont je vous parlais. On peut dire que la Commune, ça a été le 18 mars, c'est un soulèvement spontané. C'est en réaction à la tentative de prendre les canons, et c'est un soulèvement spontané qui va se transformer en l'espace de 24 heures en révolte générale, puis carrément en révolution. Bon. Laïté de marbre. Elle attendra 5 jours avant de prendre position pour la Commune, 23 mars. Ils ont une réunion tous les jeudis. Le bureau parisien a une réunion tous les jeudis. Il n'y a pas de réunion extraordinaire après ce qui s'est passé le dimanche 18 mars. On attend le jeudi suivant, et le jeudi suivant on dit « Ah bah oui, finalement, on va peut-être soutenir la Commune parce que c'est un mouvement intéressant. » Enfin, avec des réserves en plus. Mais sur le terrain, là encore, les militants de l'AIT ont été aux premières loges. D'abord, Varlin et d'autres, Duval et quelques autres, ont joué un rôle essentiel dans le processus de fédération des bataillons de la Garde nationale, ce qui va déboucher sur la création d'un comité central qui prendra en charge la gestion du soulèvement le 18 mars dans la journée, puis les débuts qui vont mener une semaine plus tard à la proclamation de la Commune et à l'élection de la Commune. Le 18 mars, on retrouve un peu partout à la tête des mouvements de soulèvement des militants de l'Internationale qui sont connus en tant que tels, qui entraînent la population locale derrière eux, avec notamment leurs bataillons de gardes nationaux. Sur les 92 membres qui sont élus à l'Assemblée communale parisienne le 26 mars, 32 au moins, parce que pas toujours sûr de tout, 32 au moins sont membres de l'Internationale, et beaucoup d'autres qui ne le sont pas encore à ces dates la rejoindront quelques temps après, notamment dans l'exil. Et la proportion est encore supérieure concernant les maires et adjoints des arrondissements parisiens. Or, c'est quand même là que se traitent l'essentiel des problèmes du quotidien pendant toute la période de la Commune. Par ailleurs, parce qu'ils sont politiquement plus aguerris, mieux formés, plus dynamiques, plus mordants, ces militants vont constituer l'un des piliers du mouvement communaliste. D'abord en jouant un rôle absolument essentiel, pas très connu, mais absolument essentiel, dans la remise en marche et la gestion des services publics. Je veux dire, Thiers, en quittant Paris, a donné l'ordre à tous les fonctionnaires de partir avec la caisse si possible, et donc tous les services publics sont complètement désorganisés. Eh bien, les militants de l'Internationale retroussent les manches et prennent en charge les services publics. Alors la liste est sans fin, Tess réorganise la Poste, Camélina la monnaie, Jourde les finances, Deboc l'imprimerie nationale, Combo les contributions directes, Vaillant l'enseignement. Bon, vous dire, on peut faire la liste très longue. Ensuite, ils sont également très présents au plan militaire. Alors, non seulement au niveau du ministère de la guerre, c'est-à-dire des états-majors, des différents états-majors, de l'artillerie, de la cavalerie, etc., et du commandement général. Sur les 3 généraux de la Commune, il y en a quand même 2 qui sont membres de l'Internationale. Mais aussi, et c'est sans doute encore plus important, au niveau des bataillons de la Garde nationale. Parce qu'il faut rappeler que tous les officiers et sous-officiers de la Garde nationale sont élus. Ce qui donne évidemment une prime aux militants connus et reconnus dans leur quartier, puisque les bataillons de gardes nationaux sont organisés par quartier, même des fois par rue. Dans certaines rues, il y a un bataillon, et bon, alors évidemment, quand il y a un militant de l'Internationale qui est connu comme battant, volontaire, prêt à prendre des risques, eh ben on les lie. On les lie, officiers, sous-officiers, etc. Donc Rougerie a fait des listes sans fin. Et surtout, encore, ce sont les membres de l'Internationale qui vont conférer à la Commune sa dimension proprement socialiste.
La commune n'était pas un soulèvement socialiste, mais il y a une dimension socialiste dans la commune, et c'est le fait des militants de l'Internationale, à travers notamment une commission, un ministère si vous voulez, la commission du travail et de l'échange, qui a été investie d'office par les militants de l'Internationale, et qui est celle qui va véritablement s'intéresser à toutes les mesures concrètes qui vont permettre d'améliorer le sort de la classe laborieuse. Ils vont encourager les associations ouvrières, ils vont organiser le travail des femmes, ils vont préparer la confiscation des ateliers abandonnés pour en confier la gestion à leurs ouvriers, ils vont abolir le travail de nuit dans les boulangeries, etc., etc. Tout ce qui a un caractère social, et donc, on peut dire, à longue échéance ou à moyenne échéance, socialiste, c'est l'Internationale. Et ce sont, dans un contexte qui est particulièrement difficile, puisque je rappelle que c'est un contexte de guerre civile, quand même, ce sont les seuls qui essayent encore de réfléchir à ce que pourrait être la société de demain, et à tâcher d'agir en conséquence. Donc, c'est ce qui poussera Engels à écrire, bon, même si on peut être pas totalement d'accord, mais il aura cette formule: la commune intellectuellement était sans contredit fille de l'Internationale, bien que l'Internationale n'eût pas remué un petit doigt pour la faire. Bon, je crois que c'est clair. Alors évidemment, pour toutes ces raisons, les militants de l'Internationale paieront un très lourd tribut durant la semaine sanglante. Les fusillades, dès qu'il y en avait un qui était étiqueté International, au mur direct, souvent sans procès. Bon. Et bien entendu, l'Internationale sera très vite décrétée hors la loi, mais alors là, c'est plus de la rigolade. Il y a les peines, les échelles de peines ont été sérieusement augmentées. Donc l'Internationale, après la défaite de la Commune, va très vite disparaître en France, malgré quelques tentatives de réorganisation clandestine qui sont très vite réprimées par la police. Et bon, peu après, la scission qui intervient en septembre 72 au congrès de La Haye va rapidement conduire à l'effondrement de l'organisation au plan international. Voilà. Donc on peut dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus, la défaite de la Commune a accéléré la disparition, la désintégration de l'Internationale en France, mais elle n'aura retardé que de quelques mois la consolidation des syndicats au plan national. Je veux dire, il y a un processus de redynamisation des organisations ouvrières qui commence à Paris dès 72. Alors évidemment, la police met quelques obstacles, mais enfin quand même, il y a un mouvement qui se fait, qui aboutit à la tenue d'un congrès ouvrier en 76, et surtout, on voit que là encore, dans ce mouvement de réorganisation, qui trouve-t-on à l'initiative, à la direction, peut-on dire, des anciens de l'Internationale. Bon, pas forcément très connus, surtout pas très connus de la police, mais enfin, ce sont des anciens de l'Internationale, et qui vont jouer un rôle important, jusqu'à faire adopter en 1879 par le congrès, le 3e congrès ouvrier national qui est réuni à Marseille, un programme collectiviste qui est très largement inspiré du programme qui avait commencé à s'élaborer à la veille de la guerre franco-prussienne, sous l'impulsion de Varlin. Donc, mouvement ouvrier, rôle des anciens internationaux. De la même façon, les anciens internationaux vont jouer en France un rôle tout à fait central dans l'essor du socialisme politique, cette fois, avec des dirigeants dont vous avez probablement entendu parler, Jules Guesde, Paul Lafargue, Brousse, Vaillant, Malon, etc. Bon, sont tous des anciens internationaux qui sont passés par l'exil et puis qui sont revenus en France. Et on va retrouver, après la Commune, au sein du mouvement ouvrier et au sein du mouvement socialiste en France, au moment où tout se remet en marche, les échos des dissensions qui s'étaient manifestées à l'intérieur de l'AIT. Il était effectivement apparu une double fracture, à la fois au plan tactique, entre révolutionnaires et réformistes. Bon,
Et cette fracture se matérialisera par la scission qui va intervenir au Congrès ouvrier du Havre en 1880, où là il y a une séparation assez nette entre syndicalistes réformistes et syndicalistes révolutionnaires. Deuxième fracture au plan idéologique, entre collectivistes partisans d'une forme de centralisme et collectivisme fédéraliste. Fracture qui va trouver son prolongement en France dans le conflit qui opposera, donc à partir des années 80, les blanquistes et guédistes marxistes d'une part, aux anarchistes et aux syndicalistes révolutionnaires, futurs fondateurs de la CGT en 1895, de l'autre. Fractures qui vont évidemment se cristalliser au fil du temps dans un certain nombre de courants dont on peut dire que tous peuvent à juste titre revendiquer une partie de l'héritage de l'Internationale. Le problème, c'est que tous veulent revendiquer l'intégralité de l'héritage, mais là, ça ne marche pas. Aucun d'entre eux n'est un héritier plus légitime de l'Internationale que les autres. Voilà, c'est mon point de vue, en tout cas. Et de ce point de vue, on peut dire que parce qu'elle incarnait déjà le futur qui allait advenir du mouvement social en France, on peut dire que l'AIT a bien été à l'origine du mouvement ouvrier et syndical moderne, y compris de ses divisions. Voilà, donc un bilan final qui peut apparaître contradictoire, puisqu'on a une organisation fragile, polymorphe, à la recherche d'une ligne doctrinale qui serait capable d'intégrer à la fois l'héritage du socialisme des décennies précédentes, tout en essayant d'imaginer une autre société. L'Internationale n'a pas été constamment à la hauteur de ses ambitions, mais malgré tout, elle a montré qu'elle était à l'époque la seule organisation à pouvoir répondre aux attentes de ceux qu'elle souhaitait organiser, qu'elle était capable de leur donner, de les aider à la fois dans leurs besoins immédiats et en leur offrant des perspectives d'avenir. Et donc, à bien des points de vue, la formule de Charles Rapoport, qui définissait l'Internationale comme une grande âme dans un petit corps, était au fond assez joliment trouvée. Voilà, je crois, ce qu'il était important de dire à propos de la première Internationale. Je vous remercie pour votre attention et maintenant, place au débat si vous le souhaitez. Merci beaucoup de votre intervention, en particulier de tout ce que vous avez cité au sujet de Varlin, parce que Varlin, pour moi, c'est vraiment une véritable idole. Mais ça, c'est un problème personnel. Nous sommes ici dans la Maison du Peuple de Besançon et du Doubs, mais il y en a une autre dans notre région, il y a Saint-Claude, et les membres de la fraternelle de la Maison du Peuple ont été plutôt alémanistes. Oui. Et vous n'avez pas cité Alemann dans votre propos, alors je voudrais savoir, oui, quel rôle il a eu, s'il a eu un rôle dans la première Internationale. Non. Ah oui, et lequel ? Alemann n'était pas membre de la première Internationale. D'accord. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais d'une certaine manière, c'était un militant de base qui s'est payé presque 10 ans de déportation en Nouvelle-Calédonie et qui est revenu lui aussi gonflé à bloc et qui va reprendre effectivement une partie de l'héritage de la première Internationale. Je veux dire, les théories alémanistes s'inscrivent assez directement dans la lignée du syndicalisme révolutionnaire qui est lui-même issu d'une évolution au sein de la branche anti-autoritaire ou fédéraliste de l'Internationale. Mais effectivement, Alemann n'était pas membre de la première Internationale. Ce qui était, je dirais, presque une anomalie. Et quant à Varlin, je partage totalement votre opinion. J'ai commis une biographie de Varlin. Donc, je vous approuve à 100%. Oui, je n'avais pas de questions. Je voulais simplement vous remercier pour le tout petit bouquin par rapport au précédent, à ce qu'on a en dessous, là, qui est relatif justement à la question à Besançon.
Vous parliez justement il y a 10 ans peut-être du peu d'engouement sur les commémorations, mais je pense que ça passe aussi par la découverte et le réenchantement aussi qu'on peut avoir sur le concret qu'on a au niveau local. Et vous avez évoqué Séverin Robert justement, qui est un personnage absolument inconnu à Besançon. On gagnerait à justement avoir peut-être une rue, peut-être un petit quelque chose pour... même s'il n'était pas seul, hein, évidemment. Non, il n'était pas seul. Mais il est quand même central dans ce que vous avez aussi évoqué, ces passations entre justement l'AIT et après la commune et les projets syndicaux qui ont pu en découler. Donc c'est pour ça, c'est super important et je voulais vous remercier parce qu'à Besançon, avant cet ouvrage-là, il y avait quand même assez peu d'éléments. Il y en avait, mais assez peu sur cette histoire de l'AIT, cette histoire de la commune à Besançon. Oui, c'est vrai que Besançon, il y a même failli y avoir un soulèvement communaliste. Il était en train de se préparer avec l'aide, alors là encore, c'est encore aussi intéressant, avec l'aide des Suisses qui étaient décidés à venir armés, traverser la frontière et venir donner un coup de main aux internationaux de Besançon pour tenter un soulèvement communaliste. Alors ça n'a pas pu se faire pour une raison, à mon avis pour plusieurs raisons, mais enfin pour une raison fondamentale, c'est que au moment où ils étaient prêts à passer à l'action, l'armée versaillaise est rentrée dans Paris. Donc ça devenait sans objet. Alors après... Est-ce que les troupes d'occupation prussiennes auraient rien vu, auraient pas vu une bande de 60 zozos qui traversaient la commune qui traversaient la frontière armés jusqu'aux dents pour venir soulever Besançon? Ça, c'est bon. Mais enfin, ils ont essayé. Merci beaucoup à mon tour. Sans vouloir enfermer la discussion sur Besançon, moi je me demande, ces militants byzantins de l'Internationale, est-ce qu'on y retrouve un fond fouriériste ou proudhonien? Est-ce qu'on les retrouve, vu qu'ils sont liés à la Suisse, des tendances bakouninistes? On a parlé d'un candidat plutôt... rallié au parti radical. Est-ce qu'on trouve de tout? Vous savez, il ne faut pas voir la situation de l'époque avec les critères qui sont les nôtres aujourd'hui. Je veux dire, c'était extrêmement flou. Alors, vous dire s'il y avait des influences proudhoniennes ou bakouninistes, je n'en sais rien. Je veux dire, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils étaient en relation avec les Suisses. Bon, il se trouve que les Suisses, après la commune, on ferait véritablement basculer sur le côté bakounine. Mais avant, je n'en sais rien. Je veux dire, ce qui s'est passé à Besançon, c'est tout à fait typique de ce qui s'est passé en France. Il existait à Besançon des sociétés de métiers, il existait des coopératives, il y a eu, à partir de 67, des petits frémissements sociaux. Bon, la collecte pour les ouvriers bronziers est un exemple. Et par les canaux plus ou moins directs ou indirects, ces frémissements se transforment en sections de l'Internationale à Besançon. Mais il n'y avait pas de ligne politique, c'était une volonté d'agir, ils ne savaient pas trop bien comment ni pourquoi. Et pourquoi si, mais comment non. Et effectivement, toutes les occasions de se faire de la publicité, si vous voulez, étaient bonnes. C'est pour ça que Séverin Robert est candidat sur une liste républicaine radicale. Mais il précise bien de l'Internationale. De l'Internationale. Alors, il y a un certain nombre de républicains de cette liste qui sont élus, pas lui. Enfin, 27,7% des voix, alors qu'à l'époque, tout le monde savait, l'étiquette internationale voulait dire quelque chose. C'était un véritable épouvantail pour les uns et un signe de ralliement pour les autres. Voilà, si vous trouvez des documents sur Besançon, je suis preneur. Viens devant. En attendant, je voudrais aussi poser une autre question. Moi, est-ce que on peut définir ou trouver une influence spécifiquement française dans les débats doctrinaux de l'Internationale? Prendre le problème par l'autre bout, non pas l'Internationale en France, mais en quoi les Français ont pesé et de quelle manière sur les discussions
plus doctrinal de l'international? Ils ont... Bon, alors, les discussions doctrinales au sein de l'international, c'est compliqué. Mais oui, les Français ont joué un rôle spécifique, déjà au niveau de la fondation de l'international, parce que autant les Anglais étaient des syndicalistes, je dirais presque pur et dur, je veux dire, syndicalisme, point, autant les Français avaient une vision beaucoup plus politique. Y compris, on retrouve de vieilles influences fouriéristes, cabétistes, qui se transmettent par des personnages parfaitement identifiés. Et donc, effectivement, dans les discussions politiques, ils sont là, ils ont des idées. Alors, au début, ils font attention à ce qu'ils disent. Ils font attention à ce qu'ils disent, parce que les procès-verbaux des congrès sont publiés. Donc, ils sont lus. À Paris, ils sont lus. Donc, les Français sont extrêmement prudents. Mais enfin, oui, mais seulement, il n'y a pas que les Anglais et les Français. Il y a aussi un certain Karl Marx qui, à l'époque, est dans le Conseil général et qui a une... alors, il joue pas du tout les petits chefs, contrairement à ce qu'on a pu dire. Je veux dire, c'est plutôt l'homme de la synthèse. C'est l'homme de la synthèse, notamment entre les Anglais et les Français, mais c'est aussi l'homme qui met en forme les textes programmatiques de l'international. Je veux dire, les idées fusent de tous les côtés. Lui, il prend ça et il essaye d'en faire une synthèse qui tient la route. Et bon, comme c'est quand même un esprit assez synthétique, il est capable de faire ça. Alors après, quand les querelles doctrinales vont commencer après le congrès de Bâle, alors là, oui, il va jouer un peu son rôle de chef de faction. Et c'est pas lui qui a commencé d'une certaine manière, mais il va jouer le jeu. Il n'y a pas de problème. Donc oui, les Français ont un rôle important. Merci pour merci pour votre intervention. Ma question, justement, ça tombe bien, elle prolonge celle que vous venez d'évoquer. Donc les tensions qu'il y avait au sein de l'international, est-ce qu'il y avait des divergences de stratégie ou des conflits entre justement les orientations, les pro-Bakounine et les pro-Proudhon? Alors, les proudhoniens ont été assez vite issus du débat, puisque les proudhoniens, c'était essentiellement des Français qui reprenaient en partie les théories de Proudhon, et notamment sur la question des grèves, puisque pour eux, les grèves c'était pas bien. Donc, à partir du moment où l'AIT décide de soutenir les grèves, les proudhoniens se retrouvent un peu hors jeu. Je veux dire, Édouard pourrait peut-être dire des choses là-dessus. Mais oui, quand même essentiellement. Donc tous ceux qui se réclamaient du proudhonisme pur et dur, et notamment Fribourg, par exemple, fondateur de l'International, démissionne. À partir du moment où l'International devient une organisation syndicale de lutte affirmée, ils se mettent à l'écart. Après, les dissensions, je veux dire, il y a des désaccords au sein de l'International, mais on débat de tout. On débat, on vote, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas clan contre clan. Je veux dire, quand on examine les votes dans les congrès, on voit bien que, par exemple, les Français votent des fois avec les amis de Bakounine, des fois plutôt avec les amis de Marx. Ça dépend des questions, ça dépend comment c'est présenté. Ça va devenir des affaires d'affrontements idéologiques après la Commune, où là, clairement, déjà, la Commune est quand même vécue comme un drame par les gens de l'International. Et ils ont aussi conscience que l'International est en perte de vitesse, notamment à cause de la Commune. Et donc, là où commence le véritable conflit, c'est la question de savoir comment on relance la machine. Alors en gros, il y a deux. Alors je vais schématiser à l'extrême, mais en gros, il y a deux clans. Marx et les blanquistes qui disent il faut donner plus de pouvoir au Conseil général, qui reprennent les choses en main, qui structurent, plus d'organisation, plus de centralisation pour coordonner les luttes, etc. Et le clan des jurassiens, des anti-autonomistes, des autonomistes anti-autoritaires, qui disent non, il faut laisser les fédérations locales et régionales décider de leur forme de lutte. C'est en laissant plus de liberté à la base que la machine va repartir. Bon, en fait,
les uns et les autres ont, à mon avis, tort. Les conditions qui avaient favorisé l'essor de l'AIT, c'est-à-dire les fameuses dynamiques dont je vous ai parlé, elles se sont évaporées un petit peu, elles se sont inversées et l'international de fait était pratiquement condamné. Sauf dans certains pays où, à retardement, il y a encore des développements, mais enfin bon, je veux dire, l'organisation en tant que telle disparaît. Mais c'est ce que j'ai dit d'emblée, ce ne sont pas ces désaccords et ces luttes de factions qui ont causé la mort de l'international. C'est parce que l'international était déjà en train de mourir qu'elle s'est déchirée sur les éventuelles sollicitations, sur les éventuelles solutions à apporter pour remédier au mal. Et j'ai étudié d'assez près comment on passe de la première internationale, donc qui s'effiloche, qui s'effrite et qui disparaît à la fin des années 1870, à la deuxième internationale qui s'organise sur des bases différentes en 1889. Je veux dire, il y a tout un cheminement d'idées, de tractations qui sont assez intéressantes pour voir comment on relance la dynamique qui sera relancée par la deuxième internationale sur des bases totalement différentes puisque ça se fera sur des bases nationales. Chaque parti national aura plus ou moins toute latitude pour déterminer sa politique. Ce qui n'était pas... Pardon ? C'est sur la base d'une réflexion économique en disant que la grève ne pouvait résoudre aucun problème, qu'il fallait s'organiser en mutuelle et non pas ce qui est là sur les grèves, c'était les ouvriers ont tout à perdre à faire grève, ils perdent de l'argent et c'est pas une solution, donc il faut trouver autre chose. Voilà. La réponse des délégués français, c'est que si on va vers la collectivisation des terres, on aura des problèmes politiques en France parce qu'il y a une masse de paysans tels que ça ne marchera pas. On sera très vite liquidé. Ceci dit, les Prouloniens, aussi, dernière chose, lors de la discussion de la constitution de l'AIT, ils étaient plutôt anti-internationalistes dans le sens où quand Marx a voulu inscrire dans la constitution de l'AIT des prises de position sur le principe des nationalités, notamment sur la Pologne, c'est les délégués français, je crois, qui ont insisté que non, il n'y a pas de référence. Oui, mais parce qu'ils ne voulaient pas prendre de position politique pour pas froisser le pouvoir. Et ils étaient aussi surtout anti-bourgeois, si je me rappelle bien, parce que lorsqu'il y avait l'un des organisateurs à Paris qui s'appelait Lefort, si je ne me trompe pas, qui est plutôt un bourgeois républicain qui est un peu comme Gustave Chaudet ou d'autres qui sympathisent en fait avec le mouvement ouvrier, il est plus ou moins viré, si je me rappelle bien. De même que je crois que les délégués français ont voulu que Marx soit pas dans le Conseil général parce qu'il n'était pas un ouvrier. Voilà. Donc Marx a réussi à survivre à cette discussion, mais les Français n'ont pas voulu. Il y avait une position très ouvriériste, comme on dit aujourd'hui. Ouvriériste et peut-être pas aussi internationaliste que ça. Voilà. On va remercier encore une fois notre intervenant. Donc il a, pour ceux qui sont intéressés, il y a quelques-uns de ses livres qui sont en vente là auprès de Christine. Je pense que Michel se fera un plaisir de les dédicacer pour ceux qui veulent ou qui en ont acheté ou qui veulent en acheter. Et puis il est encore là évidemment pour discuter à bâton rompu pour ceux qui ont envie de discuter. Et puis bonne soirée pour les autres. Et puis au prochain événement que notre association mettra en place d'ici le temps qu'on se réunisse et qu'on échange et qu'on discute de tout ça. Voilà, merci. C'était un public d'élite trié sur le volet, sauf que vous voyez pas tous les habitants de Shanghai qui sont en train d'applaudir silencieusement parce que sinon ça fait des problèmes techniques. Voilà, merci, bonsoir et à très bientôt.